tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ça a l'air d'aller. Alors, C'est tout bon. je me présente, je m'appelle Manick de Kersauzon, je suis vétérinaire dans l'Allier. Euh, je suis apicultrice amateur, mais je suis vétérinaire apicole. Et, euh, et donc voilà, je suis la référente pour l'Observatoire de la mortalité des abeilles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on a comme invité aujourd'hui Arnaud Massy, qui est apiculteur professionnel, que je vais laisser se présenter. Bonjour. Bah oui, je suis apiculteur en Isère. Voilà, une centaine de ruches en production. Et voilà. Oula, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça commence bien. On va pas repartir avec la musique. C'est bon, c'est fini la musique. Alors, on a décidé aujourd'hui de vous parler d'un acarien qui s'appelle Acarapis woody, qui nous anime dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2022. Vous allez comprendre pourquoi. On a vraiment le désir de communiquer sur cet acarien qui prend une place de plus importante dans l'esprit des gens qui font du sanitaire. Et donc, on espère que à la suite de ce webinaire, vous aurez bien en tête qu'il existe et qu'il est dans le coin et qu'il faut vraiment y penser quand on s'occupe de ces colonies. Alors, je vous ai mis les points importants de la biologie. Alors, Acarapis woody, donc, c'est un acarien. Ça va? C'est pour ça qu'on vous a dit, il n'y a pas que Varroa dans la vie, qui est un acarien aussi. D'Acarapis, il existe plusieurs espèces, ok? C'est un genre. Celui qui nous intéresse, nous, c'est Acarapis woody. Il a deux petits copains, c'est Dorsalis et Externus, qui, comme leur nom l'indique un peu, d'accord, sont plutôt à l'extérieur, d'accord? Ils se trimballent dans la ruche et sur les abeilles, mais a priori, ils n'ont pas de pouvoir pathogène. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les ruches, en fait, on a recensé plus de 700 acariens. Il y en a plein, plein, plein qui sont commensaux, quoi, qui vivent là, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec les abeilles, si ce n'est qu'ils sont bien dans les ruches. Alors, et donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est uniquement Acarapis woody. Alors attention, je vais le répéter plusieurs fois. C'est un acarien, pour ceux qui ont des chiens, des chevaux, euh, plus de type Gall. Vous le voyez, là, il est en photo en haut à droite, d'accord? Il est donc invisible à l'œil nu. Donc ça va nous embêter. D'accord. Et c'est un parasite chez les abeilles de la première paire de trachées. Petit rappel de l'anatomie de l'abeille, en fait, elles en ont 10 paires de trachées, les abeilles. Il y en a 3 qui sont situées sur le thorax et 7 sur l'abdomen. Chez les abeilles, on oublie les histoires de transport d'oxygène comme chez nous par le biais du sang ou de l'hémolymphe. Chez les abeilles, les trachées, c'est des petits tubes qui ressemblent à notre trachée au départ, qui se divisent dans des tubes de section de plus en plus petites pour vraiment apporter l'oxygène au plus près des tissus. Il n'y a pas vraiment, même si on sait que l'abeille a une hémolymphe, l'hémolymphe ne transporte pas vraiment l'oxygène, en tout cas pas de façon dynamique. D'accord? Et donc le parasite, il vient se mettre dans la première paire de trachées de l'abeille parce que c'est la plus large. Ça va? Et donc le parasite, il va vivre et se reproduire dans les trachées. Il squatte dans les deux premiers tubes là et il bouge plus. Ce qui est très important que vous reteniez aussi, c'est que contrairement à Varroa, ce parasite n'a aucun lien avec le couvain. Donc on oublie tous nos réflexes Varroa. Il ne se voit pas et il n'a pas de lien avec le couvain. Autre élément important, il peut toucher toutes les castes d'animaux adultes, les imagos, c'est-à-dire les ouvrières assurément. La reine peut être infestée et les faux bourdons aussi. Alors, on n'a pas beaucoup de littérature scientifique sur les faux bourdons. Leur première trachée serait un petit peu plus large, ce qui permettrait en fait un niveau d'infestation plus important. D'accord. Et n'oubliez pas que les faux bourdons, bah, en fait, eux, ce sont des voyageurs. Si les ouvrières, on les trouve majoritairement dans leur colonie d'origine, vous savez qu'il y a un petit peu de dérive, d'accord. Mais les faux bourdons, quand on cherche, il y en a 50% dans les ruches qui ne sont pas de leur colonie d'origine. Donc les faux bourdons sont infestés, ça c'est sûr, seraient peut-être même plus infestés et constituent dans notre cas du matériel infestant en fait très important. La Acarapis woody, il se transmet par contact direct. Vous avez une abeille infestée à côté d'une abeille qui ne l'est pas. Il descend de la première, il monte sur la seconde et il la contamine ainsi.
Alors après, la fenêtre de tir pour cet Acarapis woody, elle n'est pas énorme, pour des raisons anatomiques. Ce qu'on a compris, en fait, c'est que les jeunes abeilles sont plus sensibles, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont infestables dans les 10 premiers jours de leur vie et surtout avant 4 jours. Et ça varierait en fonction des souches. Alors, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que l'acarien, hein, qui n'a pas une vraie paire d'yeux, d'accord, ça ne voit pas grand-chose, ces trucs-là, ça ne voit même rien du tout, il va être attiré par les abeilles par leur odeur, ce qu'on appelle du chimiotactisme. Et donc, ces histoires d'odeur, évidemment, pour l'acarien, ça va dépendre de ses capacités à sentir et ça va dépendre de l'attraction, on va dire, qu'exerce l'ouvrière sur ses récepteurs. Donc, il y aurait des différences d'attraction de l'acarien vers les abeilles en fonction de leur odeur. Et donc, en fonction des souches d'abeilles, des races d'abeilles, il est possible qu'il y en ait qui attirent plus Acarapis woody que d'autres. C'est une histoire d'odeur. Et il y a un deuxième élément qui est cité dans la littérature, c'est la rapidité de durcissement de la chitine. Si vous vous souvenez, les trachées, en fait, elles sont munies à leur entrée comme d'une sorte de petit clapet, d'accord, qu'on appelle le spiracle. Et ce petit clapet qui est un petit peu velu, forcément, au fur et à mesure que votre ouvrière, elle vieillit, donc dans la première semaine, la chitine, elle durcit un peu. Elles sont un petit peu plus molles à la naissance, à l'émergence, les abeilles, qu'au bout d'une semaine, quoi, en gros. Et ce clapet, il va être de moins en moins facile à franchir pour les acariens pour exercer cette première infestation. Et donc, si on a des abeilles qui ont la chitine qui durcit vite, eh ben, elles sont moins infestées que si on a des abeilles qui ont la chitine qui durcit moins vite. D'accord? Bon, par contre, ça, on n'est pas en mesure de le vérifier pour l'instant. Ce petit acarien, il a une survie qui est limitée à l'extérieur. En fait, il va se dessécher en 2 à 3 jours sur les 4. Donc, quand il ne trouve pas d'hôtes à infester, eh ben, il meurt en 2 à 3 jours sur les 4. Alors moi, je ne vois pas s'il y a des questions, donc ça a l'air d'aller. Sinon, Adeline, tu me dis. Les questions, on les prendra à la fin, de toute façon. D'accord, ok. T'inquiète pas. S'il y a des questions de compréhension, en tout cas. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques illustrations, les plus belles que j'ai trouvées. Alors, regardez, vous avez donc ici, en haut à gauche, en noir et blanc, d'accord, 2 Acarapis woody adultes qui sont encadrés par un bon paquet de larves. Donc, vous voyez que ça obstrue quand même de façon très importante ces premières trachées des abeilles. Vous avez ensuite, en bas, à gauche toujours, une superbe image qui a été colorisée, qui a été faite en microscopie optique à balayage, où vous voyez donc un acarien adulte, une femelle en l'occurrence, avec ses œufs qui est dans la trachée de l'abeille. Et puis sur la droite, vous voyez, hein, on a quand même de la littérature qui date de toutes les époques. Donc la microscopie optique, la microscopie à balayage et puis les petits dessins du début du siècle. Donc là, c'est le cycle biologique. Alors, il est très simple, hein, puisqu'il se déroule dans un seul et même endroit et qu'il est indépendant du couvain. Vous avez donc un acarien qui infeste la première trachée de l'abeille. Cette femelle, elle va mettre 3 ou 4 jours à pondre des œufs. C'est souvent 5 à 7, ça peut être parfois jusqu'à 14. Ces acariens, bon, bah, ils vont se transformer en larves, puis en nymphes. Enfin, c'est un peu le même principe, d'accord? Et il y a un petit délai entre les mâles et les femelles. On considère que les mâles vont naître au bout de 11 à 12 jours et les femelles plutôt 14 à 15. Et puis vous voyez là, sur ce petit zoom là qui est en bas, un acarien qui est en train de pénétrer le spiracle de l'abeille. D'accord? Et donc le cycle, en gros, hein, entre la ponte et le... On a fait un cycle complet, en fait, entre 19 et 21 jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez toutes les images en tête. Je pense que c'est le mieux pour parler maintenant de pathogénie. La première chose, c'est que Acarapis woody, il va avoir une action mécanique. Vous avez vu les images, surtout je trouve en microscopie optique. Une fois que vous avez des acariens adultes, des œufs, des larves, vous allez avoir une obstruction fatalement des voies respiratoires. D'accord? Ça bouge sévèrement. En plus, alors on a assez peu de données là-dessus, mais j'ai trouvé un petit peu de littérature. Il semblerait que le flux en fait d'oxygène
d'une abeille, surtout quand elle est en vol. Plus elle a besoin d'oxygène, plus le flux, quand elle vole, il passe des trachées thoraciques vers les trachées postérieures. C'est-à-dire qu'elle expirerait par devant, par les trachées, elle inspire pardon, par devant, par les trachées thoraciques, et elle expire un petit peu plus par les trachées abdominales. Et donc, on se retrouve en fait avec des abeilles qui sont clairement, moi c'est l'image que je trouve qui est la plus représentative, avec des abeilles qui sont asthmatiques. D'accord? Il faut respirer avec les trachées thoraciques qui sont quasi obstruées. Par ailleurs, ces acariens, il faut bien qu'ils se nourrissent, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, ils font, pour le coup, comme varroa, ils s'accrochent à la paroi des trachées et ils leur pompent l'hémolymphe. Évidemment, la trachée n'adore pas ça. Ça va? Et donc, à force de se faire piquer, grignoter, et ben, en fait, la trachée, l'organisme de l'abeille va réagir, la trachée s'épaissit, la trachée devient inflammatoire, la trachée perd de son élasticité, d'accord? Et donc, tout ça, en fait, ça va avoir une action d'une part spoliatrice, d'autre part traumatique. Les acariens, alors, on a longtemps pensé, vous voyez, que il y avait des déjections d'acariens. Quand on regarde au microscope, on voit les trachées qui foncent, en fait, comme s'il y avait des dépôts de mélanine. Alors, il y a assurément des déjections d'acariens, mais c'est surtout, en fait, l'organisme de l'abeille qui réagit en produisant des molécules qui vont s'oxyder et noircir. À ce jour, il n'y a pas de littérature qui atteste complètement le fait que Acarapis woodi, comme varroa, puisse être vecteur de virus. Ça va, donc, a priori, il ne transmet pas le virus des ailes déformées ou le virus de la maladie noire. En revanche, même si c'est à tout petit niveau, il peut véhiculer sur lui des bactéries qui peuvent créer des infections dans les trachées, ça c'est sûr. Il est possible aussi qu'il transmette à l'abeille des toxines. Ça a été évoqué, mais ça n'est pas vérifié scientifiquement. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que le nombre d'acariens va avoir de l'importance dans l'expression en fait de la maladie. Si votre abeille elle porte 1 ou 2 acariens, bah, ça va, elle arrive à respirer. Si elle est fortement infestée et qu'il y a beaucoup d'œufs, beaucoup de larves et que les trachées sont bouchées, bah, ça devient très compliqué. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant pour vous donner une idée à quel point c'est important qu'une abeille respire bien. Je voulais vous poser la question, alors là, c'est pas très interactif, mais je vais vous le dire. Un athlète, quand il est en train de courir, il consomme au maximum, on va dire 100 millilitres d'oxygène par minute et par kilo de poids corporel. Si on compare ça à une abeille, quand une abeille est en vol, elle, c'est pas 100 millilitres, c'est 1 litre d'oxygène par minute et par kilo d'abeille. D'accord? Donc retenez bien qu'une abeille en vol, en fait, a des besoins en oxygène qui sont 10 fois supérieurs à ceux d'un athlète humain. Ce qui veut bien dire que quand on lui bouche les trachées, c'est très compliqué pour travailler. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence d'abord sur nos abeilles? On peut parler de la reine pour commencer. Bah, la reine, asthmatique, alors elle, bon, si elle a fait son vol nuptial, ça va, mais on peut imaginer que ça l'a gênée. Une fois qu'elle est rentrée dans la ruche, bon, bah, en fait, elle est quand même un peu certainement affaiblie par tout ça. Et donc, la fréquence de la ponte va diminuer. Donc, vous imaginez bien, à court terme, à moyen terme, ce que ça va donner sur la population de votre colonie. Sur les abeilles, eh bien, ce manque d'oxygène, en fait, il faut imaginer qu'en fait, elles sont en crampe, vos abeilles. D'accord? Donc, leur muscle du vol, à ce moment-là, peut être considéré comme inefficace, voire paralysé. Donc, vos abeilles peuvent moins voler pour aller chercher des ressources, qu'elles soient alimentaires ou que ce soit de l'eau, évidemment. Puis, il y a un autre élément que vous allez bien comprendre cette semaine, c'est que quand on n'arrive pas bien à battre des ailes, eh ben, on est aussi éventuellement pas tout à fait en mesure d'assurer la thermorégulation de la ruche. Et donc ça, c'est des éléments qui vont être valables en été. Je ne peux pas thermoréguler la colonie, comme en hiver, d'autant plus qu'on est moins nombreuses à l'intérieur, où je ne vais pas pouvoir réchauffer la grappe. 2 éléments, un aspect en été, un aspect en hiver. Comme les abeilles sont spoliées par l'acarien, qui leur pompe l'hémolymphe, exactement pour le coup comme varroa, on va avoir une diminution de la longévité des abeilles d'hiver, alors avec peut-être des interventions d'Acarapis dans les mortalités hivernales.
On va avoir une dégénérescence de la même façon des glandes hypopharyngiennes, avec donc une gelée nourricière qui est produite de moindre qualité pour les générations futures. Ça va? Donc on a des abeilles qui sont de moins en moins performantes. Et il peut y avoir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des blessures qui vont favoriser les surinfections. À l'échelle de la colonie, c'est assez limpide. Si les abeilles sont moins nombreuses, ça va? Eh ben, on peut avoir, dans certaines circonstances, le refroidissement du couvain en hiver, on n'arrive pas à réchauffer, enfin en tout cas en début et en fin de saison. On peut avoir, à mon avis, de la même façon, une surchauffe du couvain en ce moment. On va observer assurément une baisse de production. Elles sont moins nombreuses, elles meurent plus vite, ça va? Elles arrivent à moller moins loin, donc même quand elles sont encore assez nombreuses, eh ben, on rapporte moins de ressources alimentaires. Vous avez une dépopulation. Votre reine est fatiguée, de toute façon, vous avez une diminution de la taille du couvain. La survie des abeilles est diminuée de 30%, donc on peut observer de la mortalité hivernale. Et de la même façon, c'est la porte d'entrée pour la sensibiliser aux infections de façon plus générale, par exemple la nosémose, les virus qui vont donc s'exprimer dans la colonie, alors qu'autrement, la colonie aurait tenu la rampe. Alors, le problème, c'est que les symptômes, la plupart des symptômes associés à Carapis saoudi, en fait, ils sont peu spécifiques, vous l'avez compris. On va observer donc de la dépopulation, de la baisse de production, de la mortalité qui va être plus ou moins importante devant la ruche, d'accord? De la mortalité hivernale, éventuellement de la diarrhée. Ça, c'est lié au fait qu'elles n'arrivent pas à voler pour déféquer. Alors, vous savez que c'est parfois un peu difficile de savoir si ce qu'on observe, c'est vraiment des signes cliniques de diarrhée, c'est-à-dire qu'elles ont des matières fécales en quantité plus importante, liquides, qu'elles émettent de façon plus fréquente, ou si les abeilles ont déféqué sur place. Parfois, c'est un peu subtil de voir la différence, mais ça s'observe. Et puis, vous allez observer des abeilles traînantes qui sont incapables de voler. Ça, c'est la plupart des signes cliniques qui sont observés, c'est ceux-là. Malheureusement, ils sont peu spécifiques. Il y a un signe caractéristique, merci Arnaud pour les photos, c'est la position des ailes des abeilles qui est dite asymétrique. Alors attention, on va peut-être corriger un peu, c'est en K. En K, d'accord? Vous avez un dessin qui est ici et des photos là qui sont fournies par Arnaud où on voit les abeilles, vous voyez, ici et là, qui ont les ailes qui ne sont pas alignées avec l'abdomen. On voit une séparation en fait entre les deux paires d'ailes et en général, au moins la supérieure, elle est relevée quand ce n'est pas les deux. Alors attention, il y en a parfois qui disent des ailes en croix. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui était utilisé autrefois, mais je pense qu'il est, il n'est pas tout à fait clair pour tout le monde parce que les ailes en croix, les gens pour moi s'attendent à avoir des ailes qui sont perpendiculaires à l'axe de l'abdomen, alors que c'est vraiment en K. En général, il y en a une qui est dans l'axe et l'autre qui ne l'est pas. Est-ce que ça va ça? Et donc, maintenant qu'on a vu les signes cliniques et comment ça se passait à l'intérieur de la colonie, tout ce que je vous ai mis là sur la droite avec les petits plus, c'est tous les facteurs favorisants. Alors, on peut les voir ensemble. Les conditions climatiques, il fait très chaud, on reste à l'intérieur, il y a du confinement. S'il y a du confinement, eh ben, les abeilles, en fait, vont être plus en contact les unes avec les autres. On favorise les niveaux d'infestation. On favorise l'infestation par les acariens puisque les abeilles sont en contact. Donc, qu'il fasse très chaud, qu'il fasse très mouillé ou qu'il fasse très froid, toutes sortes de confinement des abeilles, de toute façon, va favoriser. Pour les conditions climatiques, c'est le troisième point, il y a aussi évidemment la durée de l'hiver. Puisque les abeilles vont vivre moins longtemps, bah forcément, si on n'arrive pas à faire une petite sortie en fin d'hiver, début de printemps, on va avoir de la mortalité hivernale puisqu'elles sont vraiment en limite de vie. Il y a probablement la capacité hygiénique des abeilles qui va jouer, d'accord, pour évacuer les cadavres des abeilles ou les abeilles qui sont un peu, qui commencent à être en fin de vie, parce qu'évidemment, quand on meurt à l'intérieur, eh bien, les acariens qui mettent 2-3 jours à mourir par dessiccation, si les abeilles sont dans la ruche, ils ont éventuellement le temps de contaminer d'autres ouvrières. D'accord? Alors que si c'est évacué vite fait, bien fait par des abeilles qui ont un comportement hygiénique bien poussé, ça va limiter la réinfestation. Comme je vous le disais, on considère que la race va avoir un impact. Je vous répète, cette histoire d'odeur de cuticule, il y a des abeilles qui vraisemblablement sont moins attractives pour l'acarien, et évidemment,
la capacité de la chitine de la cuticule à se durcir, qui serait un facteur. Pour ce qui est de l'intensité des symptômes, eh bien, évidemment, c'est l'âge des abeilles qui va jouer. Plus votre abeille est âgée, on va le voir ensemble, plus l'acarien aura eu le temps de faire de cycles, plus elle aura de signes cliniques. Et puis après, vous avez le refroidissement du couvain, etc., qui va jouer pour accabler finalement la population de la colonie, et puis la pression d'infestation de départ en acarapis. Ça dépend si vous récupérez, par exemple, ou vous récupérez un essaim, vous achetez un essaim qui est déjà infesté par acarapis, par exemple, ou vos colonies n'en ont pas, et puis vous avez des faux-bourdons qui viennent squatter, qui eux sont porteurs, et donc le niveau d'infestation avec les faux-bourdons au départ il est faible, et peut-être que ça mettra 1 an, 2 ans à ce que les colonies présentent des symptômes. Alors ce que je vous proposais, c'était de faire un peu de dynamique des populations pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Je vous ai mis un petit rappel du cycle de développement, infestation, ponte, développement des mâles et des femelles, et donc on va considérer qu'il faut une vingtaine de jours en fait pour que l'acarien fasse son cycle. C'est pas hyper prolifique non plus, mais enfin quand même, 5 à 7 œufs en 4 jours. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas du tout avoir la même problématique entre les abeilles d'été et les abeilles d'hiver. Alors je vous ai fait un petit tableau avec la dynamique des populations. Et donc on oublie ce qu'on avait pour Varroa, ces histoires de croissance exponentielle. Pour Acarapis woodi, ce que décrivent les épidémiologistes, c'est plutôt ce qu'on appelle une croissance logistique. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va être à un moment, effectivement, importante, et puis qui ensuite va atteindre un plateau avec des fluctuations qui vont être liées, en fait, aux populations d'abeilles. Alors, je vous propose qu'on parte sur un cas où on est en saison apicole avec une colonie moyenne, hein, d'accord ? On est en début de saison. Pardon. Donc, on a par exemple 40 000 abeilles. Quand on a 40 000 abeilles, on a en permanence, puisque la reine pond à peu près 1000 œufs par jour, c'est des moyennes, c'est pour bien vous expliquer. Comme je cherche des abeilles relativement jeunes pour les infester, en tant qu'acarapis, il me faut, on va dire, des abeilles de moins de 5 jours. Ça veut dire qu'en permanence, cet acarien, il a 5000 abeilles à sa disposition à contaminer. Les 1000 naissances par jour des 5 derniers jours, on va dire. Il se trouve que les ouvrières, comme on est en saison apicole, elles vivent 5 à 7 semaines, d'accord ? 3 semaines dedans, 3 semaines dehors. Et donc, comme mon acarien, il a besoin d'une vingtaine de jours pour faire un cycle, avec des ouvrières qui vivent 6 semaines, c'est pas compliqué, il va réussir qu'à faire 2 à 3 cycles. Voilà. Et il se trouve que comme on est en saison, la ruche est très active. Qu'est-ce qui se passe ? La plupart des ouvrières, quand elles meurent de vieillesse, en fait, il y en a beaucoup qui meurent à l'extérieur de la ruche. Et quand elles meurent à l'intérieur, de toute façon, le reste de la colonie est très actif. Les cadavres seront évacués rapidement. D'accord ? Donc, on n'a pas beaucoup d'acariens dans des abeilles mortes qui sont disposées à infester d'autres abeilles. Par ailleurs, il y a tellement d'abeilles dans la ruche qu'en fait, ce qui va se passer, c'est un phénomène de dilution, c'est-à-dire que toutes vos ouvrières vont en avoir un peu de l'acarapis, dans lequel l'acarapis va un peu se multiplier, mais en fait, on aura un taux d'infestation par abeille qui va être faible. Donc, vos abeilles, elles sont un peu gênées, il y en aura peut-être quelques-unes qui auront des signes cliniques, mais dans l'ensemble, en fait, on a une dilution de la pression d'infestation. Donc, vos abeilles sont contaminées, elles sont assurément un peu en deçà de ce qu'elles devraient être, en termes de production, en termes d'activité, mais on a cet équilibre dynamique qui se met en place, qui, selon d'éventuels événements, par exemple un essaimage, une petite perte de population, etc., peut être un petit peu oscillant. Maintenant, on change de saison. On est en tout début de saison ou en fin de saison, donc fin d'hiver ou l'automne. Là, j'ai pas 40 000 abeilles dans ma ruche. J'en ai, admettons, 8 000. Ça va ? Et là, il n'y a plus du tout le même nombre de naissances dans la ruche. On est à quelques centaines, plutôt, de naissances par jour. Et là, mes ouvrières, elles sont passées en mode hiver. C'est-à-dire que je ne vis plus 6 semaines, je vais vivre 3, 4 mois. Par ailleurs, la météo joue contre moi, il pleut, il fait froid, etc. Les colonies sont confinées. Et ces conditions, en fait, réunissent le fait que l'acarien, les abeilles vivent longtemps, il va pouvoir faire 6, 7, 8 cycles avant lui-même de mourir. D'accord ?
De surcroît, il y a des abeilles qui vont mourir dans la ruche étant moins active, la météo contre nous. Les abeilles peuvent mourir dans la ruche et ne pas être évacuées rapidement. Les acariens sortent, ils crapahutent, ils vont trouver des nouvelles ouvrières. Et donc, vous avez dans ces conditions-là une très forte pression d'infestation. Et c'est ça, en fait, ce qui fait toute la difficulté avec Acarapis, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir et pas le voir en saison, et vous allez avoir des signes cliniques qui vont s'exprimer donc en fin d'hivernage, en début de printemps, avec éventuellement quelques cas à l'automne. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, l'autre difficulté aussi qu'on peut avoir, c'est le diagnostic différentiel. Parce qu'évidemment, les signes cliniques, comme ils sont peu spécifiques, ceux que j'ai cités, je suis sûre qu'il y a plein de trucs qui vous sont venus à l'esprit. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que parfois, quand on n'a pas de chance, des agents pathogènes, on n'en a pas qu'un seul. D'accord? C'est seul ou en association. Alors, on observe par exemple des abeilles mortes, des abeilles un peu tremblantes qui peuvent être accrochées au brin d'herbe. Bon, ça, on peut, quand on est au mois de mai, on peut très bien se dire, oulala, mais ça, c'est de la maladie noire, c'est du CBPV. Il n'est d'ailleurs pas dit qu'il n'y en ait pas en même temps, en saison. D'accord? On a parlé des populations, on a parlé d'abeilles un peu traînantes, de mortalité hivernale, de diarrhée, pourquoi pas noséma? On a parlé de mortalité hivernale, de dépopulation, même de mortalité en saison. Vous savez qu'on se bagarre un petit peu avec les différents variants du virus des ailes déformées. Les tableaux cliniques sont un peu en train d'évoluer. Bon, bah ça peut être signé le DWV. On ne peut pas exclure non plus, et c'est souvent pour ça qu'en saison, en tout cas, les signes cliniques associés à Carapis peuvent être impressionnants. Il peut y avoir aussi l'exposition de la colonie à certains toxiques. Hein. Dès qu'on a des abeilles traînantes, etc., nous, apiculteurs, on réagit vite, quoi. Hein, d'accord? Voilà, donc ça, c'est le diagnostic différentiel, sachant que on peut trouver et du CBPV, et de la Carapis, et de la zoonose, et tout ce qu'on veut en même temps, quand on n'a pas de chance, puisque je vous rappelle que si le problème... Alors, ça va être un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de la cariose au départ, qui va fragiliser les colonies, qui du coup seront plus sensibles au virus. Vous pouvez avoir un peu d'acarapis et un peu de nosémose aussi, hein, ça nous est arrivé. D'accord? Donc, seul le diagnostic différentiel n'est pas facile à faire. Alors, le diagnostic de laboratoire. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Quand on veut diagnostiquer la cariose des trachées, il va falloir aller capturer, parfois à la pince, hein, des abeilles, si possible, symptomatiques. C'est bien plus intéressant que les morts, puisque les acariens sont capables de sortir des abeilles. On peut aussi essayer d'attraper des faux bourdons. Ce qui est vraiment important, c'est que pour faire le prélèvement, il faut que les animaux soient vivants, symptomatiques, ça marche mieux. S'il y a des morts, on s'en accommode, mais c'est mieux quand ils sont symptomatiques. Le plus d'animaux possible, évidemment. Le laboratoire est vraiment content quand on lui en envoie une 50aine. D'accord? Alors, vous avez probablement entendu parler du diagnostic que si vous avez un microscope, on serait peut-être en mesure de faire à la maison, c'est-à-dire que dans les règles de l'art, on dissèque les abeilles, on fait notamment une section du thorax pour identifier les trachées. On va délicatement disséquer les trachées de l'abeille pour les observer au microscope. Alors ça, c'est hyper chronophage et on ne peut pas demander au laboratoire de disséquer des abeilles une par une. Ce serait bien trop cher comme analyse. Et donc souvent, ce que font les laboratoires, c'est que quand on leur envoie des abeilles, eux, ils vont découper les thorax, ça c'est vite fait. Et ensuite, ils vont broyer les thorax à la moulinette. D'accord? Le broyat, il est filtré. On va enlever tous les morceaux d'abeilles et puis s'il y a des acariens, ils vont passer dans le filtre. Et on va ensuite centrifuger tout ça. Et c'est le culot de la centrifugation que le laboratoire départemental d'analyse va observer au microscope. D'accord? Le voilà, notre petit Acarapis Woody, avec un microscope classique, d'accord? Comme ceux des collégiens. Comme on a mouliné les acariens, on ne les voit plus forcément dans les trachées. Et comme je vous disais, Acarapis Woody, il a deux petits copains, Externus et Dorsalis. On voudrait quand même être sûr, même si on en a vu, on peut en voir parfois au microscope optique dans des bouts de trachée. On voudrait vraiment être sûr que c'est bien Acarapis Woody. Et donc l'usage, le protocole qui est validé, c'est que quand il y a un laboratoire départemental qui a un résultat qui est positif à la cariose, il l'envoie au laboratoire national de référence, à l'ANSES, qui à ce jour est le seul à pouvoir faire un examen génétique
pour prouver que c'est Acarapis woody, une PCR, je pense que depuis le Covid, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, on fait une PCR pour vérifier que c'est bien Acarapis woody et on confirme donc l'examen. Il existait autrefois des méthodes ELISA, mais alors c'est pas du tout assez sensible, donc ça c'est complètement obsolète. On exclut, d'accord, l'idée de se dire on va pouvoir faire des tests rapides au rucher. Pour l'instant, ça n'est pas possible, d'accord. On va pas arrêter de se planter, ça ne sert à rien. Alors ce qui peut se passer, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs les années précédentes, c'est que parfois, et notamment en saison, on a envoyé des échantillons avec des suspicions d'Acarapis au laboratoire départemental d'analyse, et puis au microscope, ils n'en ont pas vu. Par contre, ils ont gardé ces petits échantillons qui étaient négatifs, et dans le cadre de tests en fait, entre les laboratoires, quelques mois plus tard, l'ANSES a repris tous ces échantillons et les a passés à la PCR. Et là, on a eu quelques petites surprises. Ça nous a fait réfléchir parce que le laboratoire, quand il y en a plein des Acarapis, évidemment, il les voit, mais quand il y en a peu, eh ben, ça peut passer vraiment entre les mailles du filet. Et donc, ce qui est arrivé à l'époque, ce qui nous a fait beaucoup réfléchir du coup sur la façon dont il fallait diagnostiquer cet acarien, c'est que quand il n'y en a pas beaucoup dans les abeilles, c'est-à-dire en saison, il nous arrive de passer à côté. Et donc, le laboratoire d'analyse de référence, l'ANSES, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris des petits échantillons qui étaient négatifs, et quand ils ont fait courir la PCR, qui est beaucoup plus sensible, eh ben, ils en ont trouvé. D'accord ? Et donc, on s'est dit, ah ben mince, ça veut donc dire que, en fait, dans les périodes où il y a énormément d'Acarapis dans chaque abeille, quand on a une pression d'infestation qui est forte, en fait, l'examen de choix, c'est effectivement, c'est le moins cher, hein, ça tombe bien, ça va être la microscopie optique. Et donc ça, c'est un examen qui n'est pas très cher, qui coûte dans 21,45 € de mémoire hors taxe au laboratoire. Ça, c'est l'examen qu'on peut faire à l'automne, en hiver, en début de printemps, quand il y a beaucoup d'acariens par abeille. En revanche, dès que la population augmente dans les ruches, à cause du phénomène de dilution, il vaudrait mieux faire une PCR pour ne pas passer à côté. Alors, je vous le dis tout de suite, pour l'instant, le labo du coin, il n'est pas équipé pour faire des PCR. C'est une demande qui a été remontée au laboratoire. On va voir, d'accord ? C'est-à-dire que si on est amené à faire plus d'analyses pour rechercher Acarapis en saison, il est possible que le laboratoire soit amené à adopter, on appelle, ça prend quelques semaines, c'est pas très compliqué, mais il faut qu'ils y aient un peu un intérêt financier pour adapter une nouvelle méthode. Il faudra que les laboratoires départementaux, ou au moins certains, soient capables de nous faire une analyse PCR n'importe quand, plutôt qu'on soit obligé d'envoyer ça à l'ANSES. Sinon, il va falloir qu'on s'organise un petit peu. D'accord ? Donc, il ne faut pas faire partir des échantillons dans tous les sens. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, parce qu'en plus, les PCR, ce n'est pas 21,45 €, c'est 130 € pour la cariose. D'accord ? Donc, il faut viser juste. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'Acarapis woody aujourd'hui ? Moi, je vais être franche avec vous, j'en ai toujours entendu parler, mais évidemment, j'en ai jamais vu. Et puis, j'en ai entendu parler dans les bouquins. Ça faisait pas partie du tout des parasites que je mettais dans mon diagnostic différentiel au quotidien. Alors, quand on regarde la littérature, c'est amusant, hein, et encore plus aujourd'hui. Alors, il y a de la littérature sur Acarapis depuis très longtemps, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est grâce ou à cause, ça dépend de quel point de vue on se passe, que d'Acarapis que la Bugfast a été créée par le frère Adam. À l'époque, c'est parce qu'il a eu de l'Acarapis, alors peut-être avec autre chose, hein, le frère Adam, il n'avait pas de microscope, il n'avait pas de PCR, mais c'est dans ces conditions-là que la souche Bugfast a été créée. Donc quand on regarde la littérature ancienne, parce que ça date de 1900, hein, cette histoire-là est récente, en fait, il y a plein de pays, d'accord, où il y a de la cariose. C'est tout ce qui est en rouge, il y a de la littérature. Et puis plus on passe vers le jaune ou le bleu, moins il y en a. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de pays qui sont concernés. Je vous rappelle, une nouvelle fois, qu'on ne le voit pas. Donc évidemment, comme on ne le voit pas, c'est pas facile de le signaler. Que les symptômes sont non spécifiques. Donc en fait, je rappelle que du coup, si on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. Que dans les pays où il y en a et où ils le cherchent de façon plus courante qu'en France, ils ont quand même l'air de dire que ce qu'on appelle la prévalence est assez faible et elle est surtout assez variable. C'est-à-dire que dans un secteur, dans une région, c'est pas parce qu'il y en a dans tous les ruchers, c'est pas parce qu'il y en a dans certains ruchers qu'il y en a dans toutes les colonies.
Et on peut avoir des niveaux d'infestation qui vont être variables selon les coins, variables selon les années. Et on va en reparler. Le traitement contre cet acarien, de toute façon, va nécessiter l'utilisation d'un acaricide qui va passer dans les trachées, qui doit donc être diffusé dans l'air et volatile. Alors, on a établi plusieurs thèses. Et je vous invite à réfléchir parce qu'on n'a pas la solution. Pourquoi est-ce qu'on parle d'acarapis, vous dit aujourd'hui? Parce qu'on en trouve. Je vais vous raconter. Mais d'où il vient cet acarapis? Parce que les anciens nous disent on en a eu. D'ailleurs, il est dans tous les bouquins de pathologie apicole. Mais l'idée, c'est quand même que personne n'en avait vu depuis 30 ans. Alors, où étais-tu, acarapis? Est-ce qu'il s'agit d'un revenant? Est-ce qu'il s'agit d'un fantôme? C'est les deux théories qu'on a voulu développer. La thèse du revenant, je vous l'explique. C'est le petit zombie là qui sort. Est-ce que, au moment où Varroa est arrivé sur notre territoire, est-ce que, alors j'ai mis le Fogger à la mitraze, hein, vous vous souvenez qu'à ce moment-là, on n'avait pas de médicaments avec des AMM quand Varroa a déboulé. Est-ce que dans les années 80, quand il n'y avait pas de médicaments, est-ce que, en utilisant, Adeline, tu me répéteras, j'ai encore oublié le nom du médicament, mais en tout cas, la mitraze qu'on utilisait, le tactique, est-ce qu'à force de foguer les ruches au tactique, en fait, on a réussi à blanchir le cheptel? Ou à le faire sacrément reculer de façon à ce que, comme le loup, hein, en fait, on n'en avait plus, et qu'il est revenu paisiblement, tranquillement, par les réintroductions qu'on a pu faire, par les échanges, par les achats, etc. Et donc, effectivement, on a travaillé un certain temps sans acarapis. Ça, c'est la thèse du revenant. L'autre thèse, c'est celle du fantôme. C'est qu'en fait, il circule à bas bruit depuis très très longtemps. Il y a probablement eu un impact des médicaments qui ont été utilisés. Le laboratoire dit que non. Moi, je suis ouverte à toute conversation. Est-ce que les lanières d'amitraze qu'on a utilisées, l'amitraze, il n'est pas censé être trop volatile, d'accord, quand il est en lanière, mais il l'est peut-être un peu. Est-ce qu'en tout cas, les lanières d'amitraze, elles arrivent à tuer les Acarapis woodi qui sont crapahutants dans la ruche et du coup diminuer la pression d'infestation. Et il est possible, comme on utilise beaucoup d'amitraze, que petit à petit, il y ait une résistance, en fait, qui émerge chez ces acariens. D'accord? Les acariens, ça déclenche pas, enfin, ça crée pas des résistances comme ça en 5 minutes, comme peuvent le faire les virus et les bactéries, hein, il faut des années. Et donc, il est possible que libérer petit à petit de la mitrace qui traîne un peu dans les ruches, bon, bah, on a des niveaux d'infestation qui commencent à remonter. D'accord? Il est très probable aussi, parce qu'il était un peu sorti de nos radars à tous, hein, qu'on l'ait sorti de nos diagnostics par manque de connaissances et surtout par manque d'examens complémentaires. D'accord? Quand on a de la mortalité hivernale, c'est pas du tout le réflexe de chercher de façon systématique l'acarapis. Or, maintenant qu'on connaît la dynamique des populations, bah, on aurait peut-être dû le faire depuis longtemps. D'accord? Donc, tous ces éléments-là font que, si vous voulez, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop comment il est revenu, mais il a l'air d'être là. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Eh bien, parce qu'en fait, ça a commencé, toute cette histoire, en aura en 2022, en Isère. Et je vais donc laisser Arnaud parler, parce que c'est Arnaud qui a appelé en premier. Arnaud, c'est à toi. Je suis le précurseur. Et donc, oui, c'était en 2022. Alors, auparavant, avant 2022, j'avais donc des symptômes comme des abeilles qui traînaient au sol ou des ailes en K. Et voilà, je m'interrogeais sur ces comportements. Après, chaque sortie d'hiver, j'avais des colonies quand même faibles. C'était pas très homogène, on va dire, plutôt. Et jusqu'à arriver à 2022, où là, vraiment, j'ai eu sur un rucher en particulier des gros affaiblissements, sans vraiment parler de mortalité. Mais voilà, donc par rapport à ces gros affaiblissements, j'ai fait appel à l'OMA. Et donc, la vétérinaire Yann Nevejean est venue faire des prélèvements. Et donc, un mois après, c'est l'Acarapis woodi qui était retrouvé. Voilà. Donc,
J'ai observé des symptômes quand même depuis, enfin, bien en amont, bien avant 2022, on va dire 2018, c'est la première fois où je remarquais des abeilles traînantes au sol. Voilà, donc voilà, je trouvais pas ça normal. Et chaque année, c'était un petit peu plus. Donc ça a mis quand même pas mal de temps à évoluer dans le mauvais sens, on va dire, mais j'ai pas perdu de colonies. C'était plus des gros affaiblissements, quoi. Et aussi, en saison, c'est des colonies qui démarrent pas, j'arrive pas à poser une hausse sur ces colonies-là. Voilà, elles se développent péniblement. Donc voilà, j'avais des colonies qui étaient vraiment pas homogènes, malgré le fait de changer les reines en me disant, bah voilà, je vais changer cette reine et puis ça va repartir l'année prochaine, j'aurai une belle colonie. Ça marchait pas. Voilà. Et donc, je sais pas si je peux parler de la Oui. suite de 2022, le traitement, tout ça. Ah, le traitement, c'est un petit peu après, si tu veux bien. Allez, ben voilà. Voilà en Après, gros mon souci. Yann, elle avait fait, si mes souvenirs sont bons, Arnaud, tu avais appelé pour un rucher, puis vous avez fait de la détection dans tous les autres, Oui, après, voilà, il y en avait partout. Ouais, ouais. Et j'avais les symptômes de partout aussi. dans tous Voilà. les ruchers. Ouais. Alors donc en 2022 chez nous en aura à l'OMA, ça a été la grosse surprise, hein. On a félicité tant Arnaud que Yann pour leur présence d'esprit. Yann Nevejean, elle n'en avait jamais vu non plus, hein, de la cariose détrachée. Il a fallu, bah voilà, hein, c'est comme qu'on mette en place en disant mais bon sang, on envoie où ces prélèvements, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la chaîne s'est mise en place. Et nous, la première chose qu'on a fait, ce qui est plus facile, hein, c'est d'alerter les autres OMA. Et puis bah, évidemment notre région, les structures sanitaires qu'on connaissait, sans pour autant créer un vent de panique. Donc on a déjà alerté les autres OMA. Et puis la même année, dans les Pays de la Loire, il y a eu une découverte fortuite. Donc sur un rucher qui présentait vraiment des signes cliniques de maladie noire, de CBPV. Et ils ont fait une recherche d'acariose détrachée à ce moment-là, et ils en ont trouvé en saison, en Pays de la Loire. Et puis après, bah, ça s'est un peu enchaîné. En 2023, en Auvergne-Rhône-Alpes, on en a retrouvé dans le secteur, en fait, du rucher zéro, d'accord? Donc, chez les voisins. En plus, on était un peu inquiets parce que c'était dans une zone de transhumance. Donc, avec la DRAF et l'appui de la DGL, on s'est quand même décidé à envoyer un message d'alerte, d'accord? C'est pas une maladie réglementée, hein, donc il ne faut pas qu'on soit trop intrusif. Mais voilà, on a pris le fichier NAPI et on a envoyé une alerte sur la cariose à l'ensemble des apiculteurs qui avaient des ruchers sédentaires ou transhumants dans ce coin, pour leur dire, faites gaffe, si vous transhumez, c'est à vos risques et périls, surveillez bien vos colonies en rentrant, et attention à la biosécurité. Puis en 2024, les choses se sont un peu précipitées. On en a retrouvé en Aura, puis ça a bipé en Bretagne, ça a bipé en Occitanie. En 2025, on aura à nouveau, mais on a changé de département. On en a trouvé donc plus qu'en Isère, mais dans la Drôme, Pays de la Loire à nouveau. Et puis là, les choses se sont compliquées. Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, c'est une région en plus où il n'y a pas le dispositif OMA qui est encore déployé. Donc, les apiculteurs ont été heureusement bien accompagnés par leurs ZADA. Donc, ça a démarré en Haute-Vienne. Et puis, voilà, le Limousin, c'est sûr, il y en a. Il y a pas mal de suspicions qui n'ont pas forcément pu être confirmées, justement parce qu'il y a eu des prélèvements qui ont été faits en saison avec de la microscopie optique. Donc, a priori, c'est passé entre les mailles du filet, parce que les apiculteurs sont catégoriques sur les signes cliniques qu'ils ont observés. C'est l'apiculteur pro. En PACA, il y a eu un rucher contaminé et un second dans le cadre d'une étude faite par l'INRAE. Donc, ils voulaient déployer une étude. Ils ont fait un screening des ruchers au préalable et tac, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 ruchers qui devaient rentrer dans l'étude qui étaient infestés par Acarapis. Voilà. Et enfin, là, depuis le début de l'année 2026, donc on a un nouveau rucher contaminé en Isère, un en Bourgogne-Franche-Comté dans le Jura et à nouveau en Corrèze, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. D'accord? Moi, en tout cas, de mon point de vue, je vais vous expliquer ce qui m'inquiète. C'est que, au départ, la plupart des apiculteurs qui déclaraient donc, avoir de la cariose, chez lesquels on confirmait la cariose,
La plupart étaient ou en bio ou avec des pratiques de lutte contre le varroa, avec des acides naturels et des méthodes biotechniques. On s'est dit, ah, on a peut-être une piste, et en fait, c'est des données qui ne sont pas suffisamment robustes, hein, d'accord? Là, on en est à un peu plus d'une vingtaine de ruchers qui sont vraiment diagnostiqués comme étant infestés par la cariose. C'est évidemment pas suffisant pour tirer des conclusions à l'échelle de la France sur des pratiques de lutte contre le varroa qui seraient propices, d'accord, à Carapis woodi. D'autant plus que je vous dis, on n'a aucune idée de la réaction d'Acarapis woodi avec de la mitrasse qui est sur des lanières, par exemple, ce genre de choses. Et puis de toute façon, on a commencé depuis 2025 à avoir des ruchers qui étaient conduits en allopathie avec, par exemple, de la bithérapie, une alternance de tofluvalinate et d'amitrase et puis de l'acide oxalique en hiver, qui étaient positifs. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion aujourd'hui sur certaines pratiques de lutte contre le varroa qui seraient favorables à Acarapis. D'accord? L'autre élément, moi, qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'appels d'apiculteurs professionnels. Les apiculteurs professionnels, vous connaissez bien vos colonies, et puis les amateurs aussi, mais c'est des signes cliniques nouveaux. Et ils disent non, non, c'est pas parce que maintenant je suis au courant qu'il faut faire attention à la carapace que je les vois, j'observe des choses que je n'observais pas autrefois. D'accord? Et donc, ces apiculteurs confirmés, on va dire plutôt, quel que soit le nombre de colonies qu'ils ont, on a des petites alertes comme ça, et on se dit, bah, si des apiculteurs confirmés disent qu'ils en ont jamais vu, c'est peut-être plutôt que ça revient que le fait qu'on en ait toujours eu. D'accord? Donc vraiment, c'est des éléments qui sont à vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre carquois pour lutter contre Acarapis? Alors, bah, pas grand-chose. Déjà, on se rappelle que c'est difficile. Alors, si, bon, difficile à traiter parce qu'il faut un acaricide volatile. Ça va? On veut aller dans les trachées, on veut fumiguer nos abeilles. Il est donc, on exclut tout ce qui n'est pas volatile. Il faut aussi savoir, et ça c'est un élément important aujourd'hui, qu'il n'y a aucun médicament, ni en France, ni en Europe, qui dans son AMM a une indication pour Acarapis. Ça va? Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on travaille avec un médicament AMM contre Acarapis, en fait, on utilise un médicament qui est en fait contre le varroa, avec une AMM, et qu'on va donc détourner, c'est autorisé par la loi, pour l'utiliser contre la cariose des trachées. Ça va, ça? Et donc, dans notre pharmacopée, il nous reste tous les médicaments à base d'acide formique, ou les médicaments à base de thymol, qui, lorsqu'ils sont mis en place, en fait, vont effectivement diffuser, ambiancer la ruche et, a priori, être efficaces. Attention, comme vous le savez, ces médicaments-là ont déjà une efficacité qui n'est pas à 100% contre varroa, et c'est a priori pas à 100% non plus contre la cariose des trachées. Vous savez aussi, surtout dans un contexte de dérèglement climatique, que ces molécules qui sont fumiguées, d'accord? Parfois, c'est un peu dense, hein, la concentration des molécules dans l'air, et que dans la ruche, et que donc, on le sait, c'est même écrit dans la notice, que les rennes peuvent ne pas supporter ces traitements. Et donc, apiculteurs que nous sommes, c'est malheureusement parfois des traitements qu'il faut anticiper. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on met un traitement au printemps, en début de printemps, parce qu'on réalise qu'on a de la cariose des trachées, on va se retrouver à utiliser évidemment des molécules qu'on n'a pas souvent l'habitude de manipuler, le formique, le thymol, et il faut qu'il ne fasse pas trop chaud, ni trop froid. Ces molécules-là, on va dire, c'est entre 10 et 25 degrés, mais c'est un peu 25 degrés au soleil, d'accord? S'il fait 32 à l'ombre, en fait, la fumigation va partir trop vite et on va avoir des taux de mortalité qui sont trop importants chez les rennes. Et même quand on le fait dans les règles de l'art, il faut s'attendre à avoir jusqu'à 10% de mortalité chez les rennes. Et donc ça s'anticipe un peu, d'accord? Si on n'a pas ou élevé des rennes ou un copain qui peut nous en donner, et bon, bah, on se retrouve avec une certaine quantité de colonies orphelines qu'il va falloir gérer. Donc ça, c'est la pharmacopée. Il n'y a pas... quand on recherche dans la littérature ce qui est utilisé dans les autres pays, en fait, tout le monde est coincé. Tout le monde utilise des médicaments contre le varroa. Il n'y a qu'aux États-Unis où ils ont une pharmacopée, entre guillemets, qui est un petit peu plus large, puisque, attention, aux États-Unis,
les abeilles ne font pas partie du cheptel animal pour les Américains. C'est rentrer dans le végétal. Donc déjà, qu'en général, la législation sur l'utilisation des médicaments est un peu plus souple aux États-Unis, mais comme en plus c'est une production végétale, là, on peut s'en donner à cœur joie. D'accord? Alors, l'autre levier qu'on a pour lutter contre Acarapis woody en France, bah, ça va être la sélection. D'accord? Alors, bah, je vais relaisser la parole à Arnaud. Je vous disais, la Bugfast, elle a été créée au départ pour lutter contre la cariose, avec attention un petit bémol. D'accord? Il n'y avait pas de microscopie optique ni de PCR à l'époque du frère Adam. Donc, il a sélectionné contre la carapace, mais peut-être contre autre chose aussi. Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, la Bugfast qui existe doit pas plus avoir trop grand-chose à voir avec vraiment celle du frère Adam. Je ne peux pas vous garantir que le gène de résistance à la carapace, il est resté, ni combien il y en avait. D'accord? Vas-y Arnaud. Mais moi, je ne suis pas sélectionneur, du coup, c'est vrai que je travaille avec de la Bugfast, mais voilà, bon, c'était pas homogène, c'est pas homogène par rapport aux symptômes et aux affaiblissements. Donc, par contre, par rapport au traitement, on peut parler de ça, de ce que j'ai fait? Oui, bien sûr. Ouais, du coup, bah, la vétérinaire Yann m'avait conseillé de faire de l'Happy Life VAR. Et donc, Donc du thymol. c'est ce que j'ai fait. Donc oui, c'est du thymol et puis des huiles essentielles. Donc c'est un traitement qui se fait sur 1 mois avec 4 passages toutes les semaines. Donc, comme le disait Manaïg, il faut pas qu'il fasse trop chaud, donc c'est quand même assez contraignant à mettre en œuvre. Et pour les colonies, bon voilà, c'est très très odorant et ça perturbe pas mal les colonies qui consomment plus, ça abîme un petit peu le couvain. Et voilà, donc c'est quand même assez perturbant pour les colonies. Pour la mise en hivernage, c'est pas l'idéal. Donc moi, j'ai fait ça à la fin août et courant septembre. Mais cela dit, l'hiver suivant s'est mieux passé que les précédents. Et la saison suivante, les colonies étaient beaucoup plus homogènes et beaucoup plus belles. Donc, c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais on ne le voit pas sur les abeilles. Mais voilà, le résultat était quand même positif l'année suivante, quoi. Après, j'ai un collègue aussi qui a fait le Formic Pro ce printemps. Et lui, par contre, avec donc l'acide formique, a eu des soucis de perte de reine. Et donc, c'est pareil, c'est par rapport aux températures. Plus il fait chaud, plus ça diffuse vite et ça cause des mortalités de rennes. Donc, moi, j'ai pas essayé ça, mais je suis un petit peu réticent par rapport à ce médicament. Et donc, jusque-là, je peux dire que l'Apilivar est efficace. Maintenant, voilà, ça perturbe quand même beaucoup les colonies et c'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Pour préparer ces colonies pour l'hivernage, pour le nourrissement, tout ça, c'est un peu délicat. Après, peut-être l'essayer au printemps, je sais pas. Mais voilà. Et Arnaud, je crois que il y a donc Arnaud traite depuis 2022, hein, d'accord, ces colonies de façon assez régulière. Et puis je crois que tu euthanasies les colonies qui sont les plus symptomatiques. Non, moi ça, j'ai pas fait ça. Ouais. Ah, Non, c'est non, pas non, toi, ça je doit l'ai être pas Sébastien fait. alors. Non. D'accord, pardon. Ouais, je voulais persévérer, je voulais me persuader que c'était possible de remettre en état ces colonies, quoi. Voilà. Non, non, j'ai pas. Et suite au traitement, les colonies qui étaient vraiment très très infestées, elles ont été très belles l'année suivante, quoi. Donc voilà, j'ai pas euthanasié. Bah, ça doit être Sébastien. Il y a l'autre option aussi, hein, dans le cadre de la sélection, hein, autre que sur vraiment en tout cas dans les cheptels, il y a des apiculteurs qui sont concernés aujourd'hui, qui mettent en place des traitements. Et vraiment, les colonies qui sont les plus infestées et qui redémarrent pas bien, en fait, elles sont euthanasiées parce qu'on considère que c'est elles les plus sensibles. D'accord? Oui. Alors là, vous voyez, quand on évoque là, donc les moyens de lutte, hein, le fait qu'on ait une pharmacopée qui est réduite et qui est un peu effrayante
pour les apiculteurs, pas facile à utiliser. Et puis la sélection. Ce qui est un peu compliqué avec Acarapis, c'est que, je vous le répète, on ne voit pas l'acarien à l'œil nu, on n'est pas sûr qu'on est infesté, sauf si on a eu un diagnostic. Le médicament n'est pas super facile à utiliser, il est loin d'être utilisé par tous les apiculteurs, hein, que ce soit le thymol ou l'acide formique, c'est plutôt la pharmacopée de secours, en tout cas pour les apiculteurs amateurs. Donc on voit qu'on doit faire face à plusieurs difficultés. C'est-à-dire que non seulement je ne les vois pas, le diagnostic est difficile, quand je mets un traitement en place, c'est pas on-off, quoi. Il va falloir attendre que la colonie remonte. Il peut y avoir, en plus, un traitement qu'on met en fin de saison, puis il va falloir attendre plusieurs semaines, voire la saison d'après, pour voir si le traitement est efficace. Et on a, de toute façon, pas du tout la certitude qu'on a liquidé Acarapis, blanchi notre colonie, ce qui fait qu'il peut repartir à bas bruit. Donc, ça reste voilà, des traitements au long cours, pour le coup, comme Varroa. D'accord ? Alors, avant que peut-être que quelqu'un, je vois pas le chat, moi, l'acide oxalique ne serait pas efficace en fumigation parce qu'il est trop lourd. D'accord ? A priori, la molécule est trop lourde et donc la fumigation ne fonctionnerait pas. Je mets des guillemets à chaque fois parce qu'il n'y a pas de publication scientifique. C'est vraiment juste des communications personnelles de scientifiques. Ne pourrait pas fonctionner de cette façon. D'accord ? Mais je n'ai aucune validation scientifique. Voilà. Et donc, pour finir, le grand message du jour, d'accord ? C'est que Acarapis, il est présent en France. Et je ne sais pas, donc, s'il a toujours été là ou s'il est en train de revenir. Que le diagnostic, il ne faut pas partir tout azimut. C'est la bonne méthode au bon moment. Et donc, s'il y a des doutes, on respire un coup, on se structure, on en parle à son TSA, on en parle à son OSAD, on en parle à son veto. Et on se structure un peu pour faire la bonne méthode au bon moment. À l'échelle du territoire, je ne sais pas, je lance une bouteille à la mer, d'accord ? Est-ce qu'il faut qu'on envisage à la fin de cette année 2026 de faire un peu de screening avec des scientifiques ? Est-ce qu'il va falloir qu'on trouve, peut-être avec l'aide des laboratoires, des moyens de faire des études complémentaires ? Si on se rend compte qu'il y en a un peu partout et qu'on commence à être embêté, qu'on a une forte prévalence, il va falloir qu'on se bouge un peu pour mettre en place des protocoles et puis voilà. Notre travail à tous, là, qui est là aujourd'hui, c'est de communiquer sur sa présence auprès des apiculteurs et du maillage sanitaire, d'accord ? Sachant que, et ça je le répète, il y a en aura, je pense que c'est la majorité des gens qui sont présents aujourd'hui. Vous savez qu'on est une des régions les plus apicoles de France, on se talonne avec l'Occitanie, mais la majorité de nos apiculteurs en aura, ce sont des apiculteurs qui ont moins de 10 colonies. Ça va ? Et donc, il faut adapter le discours parce qu'il y a des professionnels, il y a beaucoup de petits, il y a des niveaux techniques qui sont très, 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 très variables. D'accord ? Et donc, tout le maillage sanitaire a beaucoup de travail à faire. Voilà, il ne faut pas non plus paniquer. Il faut d'abord qu'on arrive à faire un point sur où est-ce qu'on en est avec Acarapis en France. Voilà. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'il faut veiller à la mise en place de traitements corrects. Attention à Dr Google, surtout qu'il y a beaucoup d'images, de vidéos qui viennent des États-Unis ou en tout cas de pays où la réglementation sur le médicament n'est pas la même. D'accord ? Donc, il y a des risques de faire mourir, de désertion, et puis 2, il y a beaucoup de risques de résidus dans les matrices apicoles. D'accord ? Donc, il faut vraiment veiller à encadrer ça. Pas de panique et on ne fait pas n'importe quoi avec les traitements. Voilà, on a un maillage sanitaire qui est suffisamment dense pour que les traitements qui sont mis en place soient autorisés. Voilà. Et donc, le dernier point, voilà, c'est qu'on espère qu'on va avoir un petit coup de pouce. On l'a déjà pour l'ANSES et pour les laboratoires départementaux qui sont à fond sur le sujet et nous aident beaucoup. Et puis, on espère qu'à un moment ou à un autre, ça va intéresser les laboratoires pharmaceutiques pour venir nous filer un petit coup de main avec leur expertise sur les traitements. Voilà, j'ai terminé. Merci.